Ce silence n'est pas une maladresse, c'est une stratégie. On est facilitaire, on donne la responsabilité. Cette question des journalistes, c'est une question en fait qui est organisée, le massacre de ce peuple, les journalistes, c'est une cible qui est pensée, qui est organisée. Nous avons cette semaine eu un message du Centre palestinien d'information qui est en lien avec un journaliste israélien, Yuval Abraham, qui nous explique précisément comment ces ciblages sont organisés. C'est-à-dire que les journalistes, les enseignants, les médecins font partie d'un véritable ciblage, comme je le disais, et d'un programme. Ce programme, il rentre dans le cadre d'une occupation. Cette occupation, évidemment, elle a démarré il y a fort longtemps, comme vous le savez, en 1948. Ce rouleau compresseur ne fait qu'avancer. Ce qu'il se passe actuellement, c'est simplement une intensification de ce qui a démarré en 1948. Nous avons connu des massacres en Palestine, je cite Der Yassin, pour ne citer que celui-ci, mais les massacres en Palestine ont toujours existé depuis fort longtemps. Donc c'est un programme colonial, et ce programme colonial, bien sûr, comme je disais, il s'intensifie là actuellement sous nos yeux. La ville de Tel Aviv, vous savez, on l'a oublié, hein, certainement, certains vont l'apprendre peut-être, la ville de Tel Aviv s'est construite sur l'extermination, parce que c'est le terme, de 7 villages palestiniens. Voilà ce que c'est que Tel Aviv. Le sang a séché, nous l'avons oublié. Donc c'est tout ça pour vous faire prendre conscience que ce n'est qu'une continuité. Nous allons après revenir sur Anas El-Sharif, mais avant ça, je voulais juste très vite vous lire un témoignage, un appel au secours d'un autre journaliste qui avait lancé cet appel. Il s'appelle Abou Bakr Abed, dont nous n'avons pour l'instant plus de nouvelles non plus. Il avait lancé cet appel il y a plusieurs mois, et je vais le relire, peut-être d'autres, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà lu peut-être, mais je pense que c'est important quand même d'être le porte-voix de ceux à qui on ne donne plus la parole, de ceux que l'on tue. Et Abou Bakr Abed nous dit, et il s'adresse en particulier à ses confrères journalistes qui devraient aujourd'hui être tous ici. Ils devraient être dans la rue. Tous les journalistes actuellement devraient être dans la rue. Où sont-ils? Vous nous avez vus verser des larmes pour nos proches, pour nos collègues. Vous nous avez vus être tués de toutes les manières possibles. Vous nous avez vus être immolés, brûlés vifs, démembrés, éventrés. Nous sommes morts de froid l'hiver, nous sommes morts de chaud l'été, assoiffés, affamés. De quelle autre manière devons-nous être tués pour que vous bougiez, agissiez et faire arrêter cet enfer qui nous est infligé? Même les gilets que nous portons ne nous protègent plus depuis fort longtemps. Mais nous sommes palestiniens. Peut-être que si nous avions été ukrainiens, blonds, yeux bleus ou toute autre origine, vous mobiliseriez peut-être un peu plus pour nous. Mais comme nous sommes palestiniens, le seul droit qui nous est reconnu, c'est de mourir. Depuis près de 2 ans, nous assistons au génocide le plus documenté de l'histoire et le premier diffusé en direct de l'histoire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous vivons. Vous avez vu nos corps épuisés, amaigris, fragiles. Mais nous n'avons jamais cessé de vous dire la vérité, de vous raconter nos histoires et vous dire que nous sommes victimes d'un génocide. Nous vous le racontons pour réveiller vos consciences mortes, pour aider une population qui voit toutes sortes de tortures et goûter à toutes les formes de mort. Notre message est très clair. Nous sommes journalistes
et journalistes palestiniens et avons été abandonnés par la communauté internationale et en particulier par les organisations internationales des médias. Nous voulons que vous vous teniez à nos côtés parce que nous sommes, comme tous les autres journalistes et reporters et professionnels des médias à travers le monde. Peu importe l'origine, la couleur, la race, le journalisme n'est pas un crime et nous ne sommes pas une cible. Voilà le discours d'Aboubacar Abed, un journaliste, donc merci à lui. Je vais, puisque nous sommes sur Gaza, avant de passer à la suite du programme, nous allons donner la parole, nous allons faire lire le testament de Anas El-Sharif, hein, qu'il avait écrit quelques mois avant de mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il a écrit un texte. Nous allons demander à Rachel de nous le lire. Plus de 235 journalistes assassinés par le régime colonial fasciste à Gaza depuis moins de 2 ans. Voici le testament laissé par le journaliste Anas El-Sharif, tué avec 3 autres de ses collègues journalistes le 10 août par un raid d'Israël. Mon testament, mon dernier souffle. Si ces mots parviennent jusqu'à vous, sachez qu'Israël a réussi à me tuer, à étouffer ma voix. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dieu sait combien j'ai donné de force, de temps et de cœur pour être le soutien et la voix de mon peuple, depuis le jour où j'ai ouvert les yeux dans les ruelles étroites du camp de réfugiés de Jabalia. Mon rêve était que Dieu m'accorde assez de jours pour rentrer avec les miens dans notre ville d'origine, Ascalon occupée, Al-Majdal, mais sa volonté a précédé la mienne, et son décret s'est accompli. J'ai connu la douleur dans les moindres replis. J'ai goûté la perte et le deuil plus d'une fois. Pourtant, jamais je n'ai cessé de dire la vérité, nue, sans maquillage ni mensonge. Dieu soit témoin de ceux qui se sont tus, de ceux qui ont accepté notre extermination, de ceux qui ont étouffé notre souffle et détourné les yeux des corps éparpillés de nos enfants et de nos femmes, incapables d'arrêter le massacre qui ravage notre peuple depuis plus d'1 an et demi. Je vous laisse la Palestine en héritage, joyau de la couronne des musulmans, battement de cœur de tout homme libre. Je vous laisse ses habitants, ces enfants injustement fauchés, qui n'ont pas eu le temps de rêver ni de grandir, dont les corps purs ont été écrasés sous des tonnes de bombes, déchirés et éparpillés contre les murs. Ne laissez ni les chaînes, ni les frontières réduire vos voix au silence. Ma fille bien-aimée, Cham, prunelle de mes yeux, que je n'ai pas eu la chance de voir grandir comme je l'espérais. Mon fils chéri, Salah, à qui je voulais être un compagnon de route, jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour reprendre mes combats et poursuivre mon message. Je vous confie ma mère adorée, dont les prières ont été mon rempart et la lumière de mon chemin. Que Dieu raffermisse son cœur et la couvre de sa récompense. Selon les ONG, près de 400 humanitaires ont été tués depuis le début de la guerre. Une mortalité qualifiée d'inédite pour un conflit contemporain, selon le président de Médecins du Monde. Cette situation n'a jamais été vue en termes de brutalité sur les populations civiles et sur les humanitaires. Quant au docteur Mohamed Abou Salmiya, il décrit une situation catastrophique. Les services de son hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, sont saturés, occupés par des patients dénutris. Au cours des 3 derniers jours, 21 enfants sont morts de faim et maintenant 7000 enfants souffrent de sévère malnutrition. Notre personnel médical est fatigué, affamé lui aussi, alors que nous devons travailler 24 heures sur 24 pour gérer les patients blessés, et bon nombre d'entre eux ont aussi besoin d'être hospitalisés pour cause de malnutrition sévère. Certains ne peuvent plus marcher et donc encore moins opérer les patients. Moi-même, j'ai aussi faim, je suis aussi fatigué. J'ai des enfants à la maison qui me demandent « Papa, je veux du pain, de la nourriture, quelque chose ». Et un responsable de Médecins sans frontières
déclare « Des enfants ont été touchés à la poitrine alors qu'ils cherchaient de la nourriture. Des personnes ont été écrasées ou étouffées dans les bousculades. Des foules entières se sont fait tirer dessus au point de distribution. » Énumère Raquel Ayora, directrice générale de Médecins sans frontières. En 54 ans d'activité, Médecins sans frontières n'a jamais été témoin d'une telle violence systématique contre des civils non armés qui ne représentent aucune menace. Les sites de la GHF, vous savez, cette soi-disant Gaza Humanitarian Foundation, cette création d'Israël et des États-Unis, organisent des simulacres de distribution d'aide et se sont transformés en un véritable laboratoire de traitement inhumain et cruel. Nous nous faisons massacrer. J'ai été blessé au moins 10 fois, raconte Mohamed Riyad Tabazi, un patient soigné à la clinique Al-Mawazi de MSF. J'ai vu de mes propres yeux une vingtaine de corps sans vie autour de moi. Tous avaient reçu une balle dans la tête ou dans le ventre. On est passé d'une crise humanitaire à une crise d'humanité. La première devient presque secondaire tant le gouvernement israélien a pulvérisé les fondements de l'humanité. Tous les indicateurs techniques pointent vers un génocide en cours à Gaza. On peut légitimement se demander si les Palestiniens sont encore considérés comme des membres à part entière de la communauté humaine, tant par Israël que par ses alliés. Lyon est avec toi. Gaza, Gaza, Lyon est avec toi. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. C'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Gaza affronte aujourd'hui le pire scénario de famine collective, touchant enfants, malades, personnes âgées et déplacées sans abri, ni espoir d'une aide réelle. Le largage aérien d'aide comme une solution alternative n'a réussi qu'à faire illusion auprès du monde, alors que la réalité montre des affamés courant après des caisses, le cœur lourd de décombres de leurs tentes. Les vendeurs attendent leur contenu pour les mettre aux enchères. Des millions dépensés pour une image éphémère. Le largage de l'aide humanitaire est devenu un outil de camouflage politique qui ne renforce pas la dignité et n'allège pas la douleur. Mais y ajoute une charge de peur, coût inutile et de restrictions sapant la capacité du peuple à vivre. Cet argent qui suffirait à faire entrer la voie terrestre des aides bien plus importantes devrait plutôt être investi dans l'ouverture des passages terrestres aux camions, supervision de l'ONU afin que nourriture, médicaments et eau et abris arrivent librement en toute sécurité et équité. Les pays concernés doivent agir réellement, non par des images d'avions dans le ciel, mais en ouvrant les routes de la vie, par la coordination, la pression sociale et en adoptant l'humanité comme politique, non comme spectacle. Merci de votre écoute. À Gaza, comme en Cisjordanie, le métier de journaliste est d'autant plus primordial que vulnérable. Parce qu'il amasse les preuves, parce qu'il met en lumière ce que le régime colonial et génocidaire israélien fait de plus sombre, là où les journalistes palestiniens sont une cible à éliminer. Donc, merci aux Palestiniens qui mettent ainsi leur vie en jeu chaque jour pour nous rapporter ce que le pôle impérialiste et colonial aimerait nous cacher. Et comme nous disait Lila, quelques exemples de ce qui se passe de dramatique actuellement en Cisjordanie. Par exemple, la communauté de Ain Ayoub, proche de Ramallah, a été illégalement expulsée de sa terre par les soldats israéliens. Le fait
que cette opération d'épuration ethnique a été exécutée par les forces d'occupation elles-mêmes et non par les colons, en dit long sur les velléités d'annexion du gouvernement sioniste. En utilisant une manœuvre classique du rouage colonial israélien, d'abord l'ordre de zone militaire fermée, ensuite on donne 15 minutes aux occupants et aux dizaines de familles, l'occupant donne 15 minutes aux dizaines de familles pour ramasser leurs affaires et s'en aller. À al-Khair, excusez la prononciation, l'harcèlement colonial continue. Yidon Levy, le colon ayant tristement abattu Avda Atlin, dont nous vous parlions la semaine dernière, pour les gens qui étaient présents, souvenez-vous, a été libéré, lui, sans poursuite. Pire, il est revenu, accompagné d'autres colons, sur les lieux pour détruire la pompe à eau du village. 2 jours après, les habitants du village se sont mobilisés pour la repérer. Mais les milices coloniales, accompagnées de soldats, les en ont empêchés. Enfin, symbole du déferlement raciste et colonial que subissent les Palestiniens et les Palestiniennes de Cisjordanie, le village de Jabba a subi à 1h du matin l'assaut des colons issus d'un nouvel avant-poste illégal proche. Ils ont commencé par lancer des cocktails Molotov directement au sein des maisons palestiniennes pendant que les familles dormaient. Ils ont ensuite allumé des feux de joie dans lesquels ils ont mis des pneus et qu'ils ont fait rouler jusqu'aux maisons. Malgré ce climat ambiant de terreur, les Palestiniens et Palestiniennes restent déterminés à protéger leurs terres. Gloire aux résistantes, aux résistants, gloire aux martyrs, Palestine vaincra. Merci. Et vive la résistance du peuple palestinien! 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 Et vive la résistance du peuple palestinien. 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 Et à Gaza et en Cisjordanie, il est fini le temps des colonies. Et à Gaza et en Cisjordanie, il est fini le temps des colonies. Et à Gaza Et en Cisjordanie, Il est fini le temps des colonies. et la jeunesse, médias, menteurs, complices des tueurs, médias, menteurs, complices des tueurs, médias, menteurs, complices des tueurs, médias, menteurs, complices des tueurs. Menteurs, complices des tueurs. Médias, 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 menteurs, complices des tueurs. C'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Alors restons quand même très vigilants et donnons quand même des idées à M. Macron, il ne sait pas tellement quoi faire. Nous pouvons lui suggérer quand même d'appliquer des sanctions qui tardent à venir. Ils ne font que condamner, ils ne font que s'indigner, ils ne font qu'être préoccupés face à un génocide. Est-ce que cela est suffisant? Non! Donc on attend des sanctions commerciales
des sanctions juridiques, des sanctions diplomatiques et surtout des sanctions militaires qui tardent à venir. Elles ne viennent pas, mais c'est à nous donc de reprendre le flambeau. Nous terminerons tout à l'heure, nous vous donnerons quelques pistes d'action, évidemment, parce que nous pouvons faire, et nous pouvons faire beaucoup, beaucoup. Face à la vague actuelle de répression qui sévit contre nos militants, vous avez bien retenu déjà le procès du 10 décembre, le procès de notre ami Yamine et d'autres. Réservez bien dans votre agenda la date du 10 décembre. Il y aura un procès pour lequel nous appellerons à rassemblement. Donc nous comptons sur votre présence. Voilà, c'est une des pistes. Il y a le boycott après. Nous donnerons la parole à nos amis du boycott. Il y a quand même à s'inquiéter face, je dirais, aux déclarations éhontées des dirigeants israéliens. Actuellement, je veux dire, sans sanction évidemment. Pourquoi se priverait-il? On a entendu Ben Gvir aller dans la cellule de Marwan Barghouti. Est-ce que vous avez vu? C'est une honte, Ça faisait des années que nous n'avions pas vu le camarade Marwan Barghouti. Nous l'avons vu à cette occasion quand Ben Gvir, pour provoquer, est allé lui rendre visite. Nous avons vu un Marwan très affaibli, très amaigri. Quelle honte pour la France d'abord. Quelle honte pour ces provocateurs. Smotrich, donc qui, on vient de le dire, vient d'annoncer l'expansion de la colonie de Malé Adoumim et la construction de 3400 logements. Et puis la dernière en date, c'est celle de la ministre des Affaires étrangères israélienne, Sharon Ashkel, qui, elle, vient de revenir d'un voyage à Somaliland. Elle y est allée donc en accord avec Trump pour négocier la déportation des Palestiniens de Gaza sur cette terre-là, en échange de la reconnaissance de Somaliland par les Nations Unies. Voilà un petit peu, sous couvert de nettoyage ethnique à Gaza, qu'attend Macron, comme on dit là dans cet article-là, Macron, je veux dire, avec cette déclaration qui est une coquille vide de la reconnaissance de l'État de Palestine. Quelle sera la Palestine vidée de ses Palestiniens? C'est ça que Macron veut reconnaître, une Palestine vidée de ses Palestiniens, exterminée. Il reconnaîtra finalement qu'un cimetière. Voilà un petit peu ces déclarations. Nous ne sommes pas dupes, nous serons présents, nous continuerons à être aux côtés de nos frères palestiniens tant qu'ils subiront ce génocide. Je vais passer la parole maintenant à Claude de l'FPS. Oui, bonjour à tous. Je vais vous donner lecture d'une lettre envoyée par notre présidente nationale au ministre des Affaires étrangères de la France. Il demande que la conférence de l'ONU des 28 et 29 juillet repose sur la résolution du 18 septembre 2024 votée par 124 pays à l'ONU, dont la France. Cette résolution revêt une importance exceptionnelle. En effet, elle exige conformément l'avis de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024 qu'Israël mette fin à son occupation, à sa colonisation du territoire palestinien occupé depuis 1967. Pour la première fois, elle impose une échéance à Israël pour se retirer du territoire palestinien occupé, que ce soit l'armée ou les colons, depuis 1967, et pour restituer les biens le 18 septembre 2025, c'est-à-dire très bientôt. Elle définit les modalités selon lesquelles les États tiers et les organisations internationales doivent s'acquitter de leurs obligations telles qu'identifiées par la Cour internationale de justice, afin de mettre fin aux violations généralisées, systématiques et continues des normes fondamentales du droit international par Israël. La FPS tient à rappeler que c'est l'application du droit international qui doit être au cœur de cette conférence, et puisque l'objet
en est la question de Palestine, l'accent doit être mis sur l'obligation de garantir la réalisation par le peuple palestinien de son droit collectif, inconditionnel et inaliénable à l'autodétermination, y compris le droit au retour. Au cœur de la résolution étaient précisées les interdictions et obligations faites aux États et acteurs privés, ainsi que la liste des mesures coercitives et des sanctions à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle, le 24 janvier, 4 mois après le vote de la résolution, ne voyant aucun signe de l'intention de la France de s'engager dans cette voie avec la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits humains et la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. La FPS a écrit au Premier ministre pour lui demander quelles mesures il comptait prendre pour mettre en œuvre les obligations des États inscrites dans la résolution. La société civile palestinienne exige l'application de l'intégralité de la résolution du 18 septembre 2024. Nous menons depuis plusieurs mois une campagne citoyenne partout en France, interpellation de parlementaires, conférence à l'Institut du monde arabe à Paris, débouchant sur un appel de 300 personnalités. À ce jour, aucune réponse n'a été apportée à aucune des questions qui vous sont posées depuis des mois, que ce soit par nous, nos partenaires ou par les parlementaires. Tout se passe comme si cette résolution n'existait pas, comme si personne au gouvernement français n'en avait entendu parler, et comme si les obligations des États qui y figurent étaient optionnelles et que vous ne vous sentiez pas engagé par son application. Cela est d'autant plus incompréhensible que la France est portée volontaire pour coprésider cette conférence qui mettra en œuvre les résolutions de l'ONU. Quel sens peut avoir la reconnaissance d'un État dont la terre est colonisée, dont le peuple vit sous occupation militaire ou en exil, et subit un régime d'apartheid? L'application pleine et entière de la résolution permet justement de mettre fin à cette occupation, cette colonisation et cet apartheid, faute de quoi le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, y compris le droit au retour, ne peut être respecté. La résolution prévoit un mécanisme pour s'attaquer enfin au régime institutionnalisé de discrimination, de fragmentation, d'oppression et de domination exercée par Israël sur l'ensemble du peuple palestinien, qui équivaut à un apartheid. La France doit reconnaître ce régime d'apartheid sans plus attendre et tout mettre en œuvre pour qu'il y soit mis fin, comme l'oblige le droit international. C'est dans cette voie que la France doit s'engager, celle de la fin de l'impunité d'Israël, de l'application du droit international, d'une mobilisation conjointe avec tous ceux qui œuvrent dans ce sens, mettre fin au génocide à Gaza et au nettoyage ethnique de la Palestine, mettre fin à la colonisation et l'apartheid israélien, prendre des sanctions contre Israël, à commencer par l'embargo sur le commerce des armes et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Pour être crédible, la France doit exécuter les mandats délivrés par la Cour pénale internationale à l'encontre des dirigeants israéliens. Évidemment, il y a toutes les instances politiques, mais l'histoire nous a aussi prouvé que les victoires, les libertés, elles se gagnaient dans la rue. Et c'est nous, le peuple,
qui devons agir, c'est nous qui devons nous mobiliser. Ça, c'est important de le comprendre. C'est ça qui fera aussi bouger les choses et inverser un petit peu les rôles. Merci à vous tous. Je disais tout à l'heure que on vous parlerait un petit peu des solutions diverses et variées. Que le collectif, depuis 2 ans, essaye de maintenir ces rassemblements, ces manifestations, de donner un petit peu, comme dans la mesure du possible, de la visibilité à cette question palestinienne. Donc ça, on fait tout ce qu'on peut, mais on a aussi surtout besoin de votre soutien. Nous organisons des réunions chaque mercredi, le premier mercredi de chaque mois, 18h30, à la Bourse du Travail, place Guichard. Donc tous les premiers mercredis du mois, à partir de septembre, à 18h30, nous vous attendons nombreux. C'est le lieu où on peut venir échanger, discuter et même proposer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aussi être force de proposition au niveau des actions. À partir de septembre, oui. Nous essayons d'encadrer, nous sommes une structure que vous connaissez, qui sommes sur le terrain depuis près de 20 ans, mais on a aussi cette ouverture et il faut qu'on interagisse et venez nous rencontrer, venez proposer, donc à partir de septembre. On appelle ça une mensuelle. Donc on vous attend aussi nombreux. C'est vrai que les rassemblements, les manifs, c'est pas toujours le lieu idéal pour échanger, même sur des questions de fond. Ça, c'est important qu'on puisse discuter.